pas transposer et on ne peut pas se l'approprier, même si chacun d'entre nous s'en inspire, parce qu'il était trop exceptionnel. Je voudrais même dire, y compris dans ses ambiguïtés, y compris dans ses ambivalences. Mais de qui parle-t-il en ces termes élogieux? De François Mitterrand, seul président de gauche de la Ve République. Aujourd'hui, 15 ans après sa mort et 30 ans après son accession à l'Élysée, la plupart des socialistes souhaitent s'en inspirer. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Du devoir d'inventaire à la revendication de l'héritage, comment les socialistes ont-ils, au fil du temps, entretenu la mémoire de François Mitterrand, lesquels l'ont encensé, lesquels s'en sont démarqués, et pourquoi l'ex-président continue-t-il de fasciner, y compris les hommes de droite? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les héritiers, amis et faux amis, avec nous 4 invités. Claude Posternac, communicant, fondateur de l'agence La Matrice. Vous avez collaboré avec Michel Rocard, vous êtes aussi un proche de Martine Aubry et vous continuez de suivre tout ce qui se passe au PS avec un œil averti. Jean-Noël Jeanneney, historien et président du conseil scientifique de l'Institut François Mitterrand. Alors on compte sur vous pour mettre en perspective la relation complexe entre les socialistes et François Mitterrand. Pierre Encrevé, linguiste, pour analyser les formules utilisées par les uns et les autres, tout cela avec un regard spécialement avisé puisque vous avez vous-même côtoyé François Mitterrand. Et enfin Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. Alors, une émission dans laquelle on va commencer par le moment où s'est transmis l'héritage, c'est-à-dire à la mort de François Mitterrand en janvier 1996. À cette date, c'est Jacques Chirac qui est au pouvoir. Jacques Chirac, vieil adversaire politique de François Mitterrand, a été son Premier ministre pendant la première cohabitation, avant d'être son adversaire à la présidentielle de 88. Alors, on pourrait s'attendre à ce que l'hommage soit relativement froid. Eh bien non, pas du tout. Écoutez en quels termes chaleureux il parle alors du président, de l'ex-président. Je voudrais saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à l'homme dans sa richesse et sa complexité. François Mitterrand, c'est une œuvre. Grand lecteur amoureux des beaux livres, l'écriture était pour lui une respiration naturelle. Sa langue classique fut toujours la traductrice fidèle et sensible de sa pensée. François Mitterrand, c'est une volonté. Volonté de servir certains idéaux, la solidarité et la justice sociale. Mais François Mitterrand, c'est d'abord et avant tout, je crois, une vie. Certaines existences sont paisibles et égrènent des jours semblables parsemés d'inconvénients ou d'événements privés. Le président Mitterrand, au contraire, donne le sentiment d'avoir débordé sa propre vie. Il a épousé son siècle. On a presque l'impression d'entendre l'hommage d'un vieil ami, d'un vieux compagnon de route. Alors Pierre Encrevé, quand on a préparé l'émission, vous me disiez que c'était un discours presque mitterrandien. Alors c'est quoi un discours presque mitterrandien et pourquoi est-il, selon vous, presque mitterrandien? Je pense surtout que c'est un discours, en effet, qui répond d'avance aux attentes des mitterrandiens. C'est un discours qui est construit, c'est une stratégie politique évidente, qui est construite pour se poser en président rassembleur, en président de tous les Français, et donc c'est un discours d'union nationale. C'est le discours classique de célébration. Hein. Il ressemble beaucoup au discours de Pompidou sur De Gaulle. La France est veuve, avait dit Pompidou, oui. Et là il va nous dire que Mitterrand avait épousé son siècle. Oui, on est toujours dans les épousailles. Il parle beaucoup, ce qui est frappant, c'est vrai qu'il parle beaucoup de l'homme. Alors il évacue en un mot la complexité de l'homme, qui lui permet d'évacuer effectivement la part peut-être plus d'ombre du personnage, mais ce qui est frappant, c'est qu'il parle, et dans cet extrait notamment, beaucoup plus de l'homme que de l'homme d'État en fait. Enfin, ce qui est frappant, c'est la stratégie politique. Hein. Il est en train, là, de gagner les voix dont il aura bien besoin le 21 avril 2002. C'est ça la stratégie de Chirac. Dont il ne sait pas encore qu'il aura besoin. Mais... Il voit tout le bénéfice qu'il y a à ne pas faire d'inventaire. Et il pousse la chose quand même extrêmement loin. Puis il termine, c'est quand même stupéfiant, la dernière phrase de votre extrait, il termine sur une formule de De Gaulle. De Gaulle avait dit « La France a épousé son siècle ». Et
et il nous dit Mitterrand a bousillé son siècle. Et ce qu'il dit là, c'est bon, Mitterrand n'a pas cessé de changer. C'est ça qu'il dit en fait. Donc c'est un clin d'œil qui reprend un tout petit peu ce qui vient d'être donné. Mais comme personne ne le remarque. D'accord, mis à part vous. Aujourd'hui, alors Jean-Noël Jeanneney, donc Pierre Ancrevet disait effectivement qu'il y a le désir de séduire, mettre dans sa poche, on peut dire, les Mitterrandiens. Mais est-ce que cet hommage vous semble particulièrement appuyé? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est effectivement dans une stratégie politique? Je ne pense pas qu'il y ait une stratégie politique à destination des élections futures. Je pense qu'il y a la conviction, qui me paraît bien vue, qu'un président de la République est toujours à la fois l'élu d'une majorité, par définition en démocratie, et d'autre part qu'il incarne la continuité républicaine. Et s'il y a une occasion de le faire, c'est bien celle-là. Et voyez comme dans son discours, les extraits que vous nous donnez, mais le reste aussi, comment il gomme les divergences politiques. Tout à fait. Pour marquer une espèce de roman personnel. Dire que la plupart des vies d'hommes politiques ne sont pas marquées par des événements, il a d'ailleurs un lapsus curieux, inconvénient. Les inconvénients, les événements, je ne vois pas de vie d'homme public de premier rang qui n'ait pas été marqué par de violentes secousses, des chocs de toutes sortes. Donc cette espèce de fausse évidence à propos de Mitterrand me paraît une autre manière indirecte de signifier que cet homme-là, Mitterrand tel qu'il a été, a incarné la France en même temps qu'il était son adversaire. D'accord. Oui, Claude Posternac, un petit mot là-dessus. Oui, mais alors, est-ce qu'il n'y a quand même pas de l'affection? C'est ça qu'on peut se... Enfin, voilà, est-ce qu'il y a de l'admiration ou est-ce que c'est uniquement du calcul? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Ont raison. Ce qui est étonnant, c'est que Chirac a un discours ambivalent. On parle de l'ambivalence de Mitterrand, mais il y a une ambivalence. Il y a réellement un clin d'œil politique. Ça, il est clair qu'on est dans un contexte. Ce contexte, c'est quand même Jospin. Et puis la deuxième chose, il pense sincèrement ce qu'il dit. C'est-à-dire que derrière le mot œuvre, on entend le mot roman. Derrière le mot vie, on entend le mot ambition. Oui. Donc il y a la fascination aussi pour l'ex-président. Alors vous avez dit... Vous avez une phrase étrange qui est « il y a Jospin ». Alors, à quoi faites-vous allusion? Eh bien, on va le savoir tout de suite, puisqu'effectivement, cet hommage de Jacques Chirac contraste avec ce qui se passe à l'époque dans le propre camp de François Mitterrand, où à l'époque, les réactions sont beaucoup moins élogieuses. Alors, ça commence avant la mort de François Mitterrand, en 1995, lorsque pendant la campagne présidentielle, Lionel Jospin, candidat socialiste, prend ses distances. Écoutez en quels termes. Dans la campagne présidentielle, Lionel Jospin accueille plutôt fraîchement l'initiative du Parti socialiste de demander à François Mitterrand d'exprimer publiquement son soutien au candidat du PS, un nouvel épisode des relations conflictuelles entre le candidat Jospin et le président Mitterrand, Nathalie Saint-Cric. Lionel Jospin mène sa campagne à sa façon. Les deux septennats de François Mitterrand, il s'en démarque volontiers et revendique son indépendance. Il a repris il y a longtemps sa liberté vis-à-vis de François Mitterrand, une stratégie politique, une attitude personnelle. L'héritage du mitterrandisme lui semblait trop lourd à porter. Pourquoi n'aurions-nous pas collectivement, et n'aurais-je pas le droit, moi, comme candidat à l'élection présidentielle, le droit d'inventaire? N'est-ce pas cela l'attitude de la raison? N'est-ce pas cela l'attitude de l'esprit critique et de l'esprit de progrès? Alors, le fameux droit d'inventaire de Lionel Jospin, on voit qu'il était formulé avant même la mort de Mitterrand. Et alors, un an plus tard, on célèbre là les 15 ans de l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 81. Alors, Mitterrand est mort depuis quelques mois, mais vous allez voir que malgré l'hommage, malgré les flonflons, les commentaires sont parfois un peu moins élogieux. Inauguration d'une place François Mitterrand, d'une exposition François Mitterrand en présence de Daniel et ses fils, avec des socialistes partagés entre le respect d'un certain héritage, mais sans vénération ni culte du passé. Notre préoccupation quand même si nous devons être là, c'est de nous dire qu'il ne faut pas se tourner vers les hommes de notre passé, mais s'occuper des hommes et des femmes du présent. Il faut avoir de la mémoire, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans mémoire, mais il faut tourner cette mémoire vers l'avenir. Alors, les formules sont jolies, il faut s'occuper des hommes du présent, tourner la mémoire vers l'avenir. Alors, on va vous demander votre analyse sur le contexte, mais d'abord un mot, Denis Bertrand, sur ces phrases. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que sémiologue? Est-ce que c'est des phrases qui, selon vous, sont là pour vraiment montrer que, ça y est, la page est tournée? Le contraste est très fort avec le discours
le premier extrait qu'on a entendu, qui plaçait François Mitterrand, son image, dans une atemporalité ou dans une supratemporalité. C'est la fonction du mot œuvre et du mot même chef-d'œuvre qui est derrière, qui il a atteint l'immortalité quasiment, comme un bon roman. À un autre niveau du temps. Et là, ce qui est évidemment frappant, c'est la volonté de sortir du thème esthétique, enfin de la valorisation esthétique. Sachant que le droit d'inventaire, c'est avant la mort de François Mitterrand, attention. Donc c'est antérieur. Et qu'il y a donc, on est dans du juridico-politique versus l'esthétique éternelle. Et ça, je crois que c'est très important. Et ces formules, la dernière formule, c'est des formules qui sont faites pour marquer vraiment que la page est tournée. Oui, moi je trouve très intéressante les deux, la similitude, la quasi-synonymie des formules de Lionel Jospin et de Laurent Fabius. Et j'y lis une sorte en effet de réticence devant l'hommage. Qu'est-ce qu'on va aller s'occuper du passé, quoi. De retenue qui peut être comprise soit comme une pudeur, soit comme un calcul. Vous voyez, c'est ces deux versants, c'est indécidable à mon avis. Pudeur ou calcul? Pudeur ou calcul. Pudeur ou calcul, question. Alors Jean-Noël Jeanneney, effectivement, ce qui est frappant, c'est que même Laurent Fabius, qui est quand même l'héritier par excellence, et comme Lionel Jospin, il parle de se tourner vers l'avenir, de tourner la mémoire vers l'avenir. C'est quand même une drôle de formule. Alors pour vous, c'est quoi? C'est pudeur ou c'est calcul? Je crois que ça a la force de toute formule qui a une ambiguïté et qui, en somme, est riche d'interprétations possibles. Ce qui m'intéresse peut-être le plus, en dehors même du contenu, c'est la question de la petite phrase qui frappe. Vous avez d'ailleurs dit devoir d'inventaire, droit d'inventaire. Ça prouve aussi que c'est quelque chose qu'on peut modeler. Oui, c'est le droit d'inventaire, pardon d'ailleurs, oui, effectivement. C'est pas pour vous en faire reproche, c'est pour signifier que ce genre de formule, finalement, peut servir à beaucoup de choses. Et là, qu'est-ce que ça résume alors? Là, ça résume évidemment, dans l'esprit de Jospin, l'idée qu'il faut ouvrir un champ nouveau, me semble-t-il, et qu'il faut, tout en étant, il n'a jamais dit qu'il ne respectait pas un homme avec qui il avait travaillé, mais qu'il pensait qu'il pouvait avoir une autonomie, il ne veut pas être simplement un clone, il veut expliquer à son public qu'il a des possibilités d'être autre, de porter d'autres chemins. À l'époque, je me rappelle, j'en avais été moins choqué que beaucoup de mitterrandistes, même si évidemment ça avait une portée. Ne me réduisez pas à une sorte de petite poupée gigogne par rapport à Mitterrand. Une poupée gigogne. Alors là, c'est vrai qu'on est en 95, c'est le candidat Jospin, effectivement, qui parle du droit d'inventaire, pas du devoir d'inventaire. Mais ce qui est frappant, c'est que même après la mort de François Mitterrand, ces formules sur la mémoire, on se demandait si c'était de la stratégie ou juste de la pudeur. Alors vous, le communicant, vous avez un regard là-dessus, sur ces formules, ça vous paraît être quoi avec le recul? Parce que c'est frappant de voir quand même 4 mois après le décès de Mitterrand. Il y a d'abord le droit d'inventaire, qui est vraiment un mot fort. Je pense que dans la forme, ça a été beaucoup plus loin que ce qu'il ne pensait. Mais dans le fond, c'était exactement ce que vous dites. Il n'avait pas mesuré l'impact de la formule, de la petite phrase. Avant décès, d'habitude, on fait un inventaire après décès. Oui, exactement. Voilà, là, c'était l'inventaire avant décès. C'était le décalage. Donc ce droit d'inventaire était dans sa forme extrêmement forte, et c'est vrai que ça a pu choquer certains proches du président. Mais dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est oui, je suis autonome. Et de la même façon, la petite phrase de Laurent Fabius après, et la nouvelle petite phrase de Lionel Jospin, c'est de se dire, il y a une ombre, cette ombre, elle est énorme, mais j'ai le droit à ma place au soleil. C'est-à-dire que demain, il y aura une nouvelle histoire, et cette nouvelle histoire, nous la porterons, nous également. D'accord, vous voyez, c'est plus quelque part le moyen de se positionner, soit pour les uns comme pour les autres, en disant, nous, on pense au présent, ça veut dire, nous, on existe, quoi. On a des ambitions, on a nos ambitions, même si à l'époque, on est en 96, donc a priori, peu de temps après la présidentielle, il n'y a pas d'élection tout de suite. Oui, Pierre Encrevé, sur les mots, puis vous n'aviez pas l'air d'accord. On est toujours en présidentielle. On est toujours en présidentielle, même 7 ans avant, d'accord. Et puis c'est vrai que du coup, il y a eu d'ailleurs une campagne électorale pas longtemps après. Pierre Encrevé. Ce qui est très intéressant pour un linguiste, en tout cas, c'est qu'il fait référence, bien sûr, à une formule beaucoup plus longue. C'est le droit pour un héritier d'accepter une succession sous bénéfice d'inventaire. C'est ça la formule. Et il la contracte en droit d'inventaire. Et cette formule va avoir un succès absolument extraordinaire. On l'emploie toujours. On l'a employé récemment à propos de Marine Le Pen et son père. Il y a une émission de France 3 qui s'appelle Droit d'inventaire. Donc, il a vraiment inventé quelque chose, là, avec son inventaire, Lionel Jospin. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier tout de même, c'est qu'il s'exprime 6 mois après, même pas, l'irruption du livre de Péan sur une jeunesse française. Absolument. Et donc, c'est directement tout de même une prise de distance. Et
Alors attendez, un petit rappel, parce que le livre de Péan, oui, alors c'est lorsqu'effectivement on évoque dans ce livre qui sort en 1995 les relations de François Mitterrand et de Vichy, qui met effectivement les socialistes assez mal à l'aise. Donc vous pensez que c'est dans ce contexte et c'est ça qui, c'est sur cette partie-là du personnage. C'est ça qui est en cause. Septembre 94, le livre de Péan. Oui, bien sûr. Mais Sébastien Jospin est dans une problématique, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, effectivement assez classique, qui est comment effectivement on prend ses distances, on prend ce qui nous intéresse. D'ailleurs, il ne dit pas ce qu'il prend. Hein. Il parle du droit d'inventaire, mais il ne dit pas explicitement ce qu'il met de côté. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Mais on peut quand même se dire, c'est une grande réussite linguistique, ça a très très bien marché linguistiquement, mais ce n'est pas forcément une réussite politique, parce que je suis persuadé, moi, qu'il perd là des voix très précieuses, qui lui manqueront encore en avril 2002. Ah bon, vous pensez que ça a été... Ah oui. Parce que, en même temps, comme il ne dit pas ce que c'est ce droit d'inventaire, chacun peut entendre ce qu'il veut. Dernier mot, parce que son erreur, c'est de le mettre à l'interrogatif. Au lieu de s'affirmer, il a le droit d'inventaire, il dit « Pourquoi n'aurais-je pas le droit ?» Et on voit... Il est déjà sur la défense, tout de suite. Et c'est pour ça qu'il perd des voix. D'accord. Alors, bon, mauvais point pour Lionel Jospin. Cela dit, on l'a vu. Donc, il n'y a pas que Lionel Jospin. Même Laurent Fabius prend ses distances en 96. Mais alors, peu à peu, les socialistes vont se réconcilier avec la mémoire de l'ex-président. Et dès 2001, le ton change. Les 20 ans de la victoire de la gauche en 81 sont fêtés en grande pompe par une gauche au pouvoir qui se prépare déjà pour la présidentielle de 2002. Regardez. Il n'y avait pas de doute ce matin, en ce 10 mai 2001, l'ambiance était à la nostalgie, voire à un certain recueillement. Objet du colloque organisé à l'Assemblée, la politique peut-elle encore changer la vie? Une question qui reprend le slogan de 81. Pour tenter d'y répondre, l'un des premiers rôles de l'époque, encore ému lorsqu'il revoit le film. Nous étions la France d'en dessous, quoi. Et qu'il y avait au-dessus de nous une France qui nous piétinait un petit peu, quoi. Alors on voulait en sortir. Ah, finalement, 81, ça a été la grande sortie, c'était la grande victoire, c'était la gauche au pouvoir. Et pas seulement pour une expérience, mais pour la durée. Lionel Jospin lui-même ne lésinera pas sur l'hommage. Aujourd'hui, pas question de parler de droit d'inventaire. Même si c'est d'abord la conquête du pouvoir plutôt que le bilan des deux septennats que salue le Premier ministre. Nous avons, avec François Mitterrand, changé des aspects essentiels de la vie de notre pays. C'est pourquoi aucun d'entre nous, en pensant à ces années fécondes, ne peut ressentir autre chose qu'un sentiment d'accomplissement et même un sentiment de bonheur. Et même un sentiment de bonheur. Alors là, ce n'est pas une formule interrogative. Hein. Alors il dit ça certes sans le sourire, mais là encore, la formule est très forte. Et alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'aborde pas la présidentielle de 2002 dans le même état d'esprit que celle de 95. Et cet état d'esprit est partagé par tout le PS. Écoutez un extrait d'un discours du premier secrétaire de l'époque, François Hollande. Il nous a laissé d'abord la lutte comme moyen d'action politique. C'est lui qui nous a fait comprendre que la patience, la détermination, la volonté étaient les leçons nécessaires pour parvenir aux responsabilités. Il nous a laissé le message de la stratégie de l'Union, et qui vaut encore aujourd'hui. Maintenant, il y a une formule de François Mitterrand que je n'ai jamais pris pour moi, qu'il fallait laisser du temps au temps. Non, je crois que lorsqu'on est aux responsabilités, nous n'avons jamais le temps. Alors voilà, bon, il met un petit bémol quand même, on va y revenir, mais enfin globalement, on voit bien que le ton a changé en quelques années, pas tant que ça d'ailleurs, hein, en 5 ans. On parlait de la formule de Lionel Jospin sur le droit d'inventaire. Alors là, il y en a une autre. Hein. Il parle du sentiment de bonheur en évoquant les années Mitterrand. Ça vous paraît une meilleure formule? Deux choses. D'abord sur Hollande quand même, parce que il jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire j'aime tout de Mitterrand, et puis ce qui caractérise le plus le Mitterrand, c'est-à-dire la maîtrise du temps. Donc il y a déjà... Oui, d'accord. Enfin, ce qui est dit comme un bémol, finalement, est quelque chose d'essentiel. Oui, c'est un antagonisme, il y a une contradiction. Et puis sur Jospin, il y a deux niveaux de lecture, je pense. Le premier niveau de lecture, il y a un mea culpa par rapport au droit d'inventaire, et puis la deuxième chose... Vous voyez un mea culpa là? Vous pensez qu'il se dit... Mais oui, quelque part. Alors il est où le mea culpa? Alors, ouais. Quand on dit on a vécu le meilleur, c'est-à-dire que s'il y a eu le meilleur, il n'y a pas eu, il y a plus j'ai fait l'inventaire. Il dit j'ai fait l'inventaire. Et les ombres ont disparu. Pierre Ancrevet, vous aviez l'air pas tout à fait d'accord sur la formule. Alors vous disiez effectivement très négatif tout à l'heure. Là, qu'en pensez-vous de cette formule? Vous pensez qu'il cherche à faire oublier le droit d'inventaire là? Je pense qu'ils ont tous pris le virage chiracien. Il va réaffronter Chirac et il le sait. Donc il sait bien que maintenant il n'est pas question
en face d'un Chirac mitterrandien, lui, il ne va pas être non mitterrandien. Donc ils sont tous passés d'un discours de célébration. Seulement, il y a façon et façon de le faire. Et lui, là, il va, ce qui est tout à fait exceptionnel chez lui, c'est pour ça que je ne pense pas faire une formule, personne ne l'a repris comme formule, il va faire allusion, ce qui ne fait jamais, à des sentiments, à l'accomplissement et au bonheur. C'est tout à fait nouveau. Ça n'entraîne aucun succès électoral. On ne peut rien en faire du bonheur de Jospin. D'une certaine manière, c'est une erreur parce que ça le renvoie dans le passé, lui. Il file dans le passé. Le pauvre. C'est tellement surprenant qu'il parle un peu de lui, qu'il en bégaye. Ouais. Puis c'est vrai qu'il dit ça avec un air assez peu naturel, en disant on peut pas, il dit on ne peut pas ne pas ressentir. Quoi. C'est vraiment. Et au lieu de dire autre chose, dit autre chose, il dit des aspects essentiels. On voit, il a une grande difficulté. Alors pour la difficulté d'élocution, le pire c'est Hollande. J'ai compté là en 30 secondes, il dit 8 E. Et il nous a laissé d'abord la lutte Donc il a une grande difficulté à dire ce qu'il veut vouloir dire à la fin. Eh ben moi je suis pas d'accord. En fait, le temps au temps, moi je suis pressé. Et d'ailleurs on y est aujourd'hui. Il suffit de l'entendre aujourd'hui, il est toujours dans la même logique. On n'a pas le temps. Je suis pressé, on n'a pas le temps. Donc ce que vous voulez dire, c'est que là, François Hollande, en 2001, qui nous explique tout ce que François Mitterrand nous a appris avant effectivement de se démarquer sur un point essentiel, finalement, quand il fait l'éloge de Mitterrand, il va un peu contre lui. Quoi. Il a beaucoup de mal à le faire. Oui, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le temps, puisque François Hollande nous y invite, laisser du temps au temps. Il y a toujours, dans la mémoire que l'on peut entretenir collectivement de la vie d'un homme important, il y a toujours une évolution qui tient au fait d'abord tout simplement que les contemporains vieillissent et qui s'attendrissent sur la couleur sépia de leur jeunesse. Mais il me semble que ce qui est frappant, c'est que quand même tout le monde essaie de capter quelque chose de l'héritage. L'énergie accumulée dans l'héritage mitterrandien, on essaie de le reprendre par tous les morceaux. Cela dit, là nous n'étions qu'en 2001, la mitterrandolâtrie n'a pas encore atteint son sommet, loin de là. Alors en 2006, nouvelle étape, alors que la compétition pour la primaire d'une nouvelle élection présidentielle, celle de 2007, s'annonce, eh bien on célèbre en grande pompe à Jarnac les 10 ans de la mort de François Mitterrand. Je demande la minute de silence de recueillement. Devant le caveau familial, Laurent Fabius et Lionel Jospin entourant Mazarine, la fille de François Mitterrand. Et puis Jack Lang, Roland Dumas, que l'on ne voyait plus guère avec ses camarades socialistes, tant d'autres. La photo de famille est rare. Ça prouve que c'est toujours le vieux qui nous rassemble. Quelque part, pour beaucoup de socialistes de ma génération, c'était un petit peu le papa de remplacement. Et s'ils ne sont pas tous ses enfants, chacun a semblé aujourd'hui revendiquer une petite part de l'héritage, jusqu'à la façon, comme les anciens ministres Hubert Védrine ou Louis Mexando, de porter le chapeau, comme Mitterrand. Mitterrand aurait souri, tout ça. Hein. D'ailleurs, il m'en parlait de temps en temps. Il me disait, bon, je suis très haï aujourd'hui, mais demain, tout le monde m'aimera. C'est le cas. 10 ans après la mort de François Mitterrand, c'est beaucoup d'images de l'homme vivant que je garde à l'esprit et au cœur. Alors certes, Jospin n'a pas revêtu le feutre noir, mais enfin les prédictions de l'ex-président semblent se réaliser. Tout le monde est là pour lui rendre hommage. Alors il manque Ségolène Royal, on en avait parlé beaucoup à l'époque, qui était au Chili lors de cet hommage. Mais 5 ans plus tard, pour le remake Jarnac 2011, elle est là avec les autres. Regardez. Cette année, ils étaient presque tous là, tous derrière l'image désormais bienfaitrice de François Mitterrand. Nous venons, nous, avec tous les amis qui défendent la 6e République depuis des années, chaque année à Jarnac, tenir congrès. Et nous sommes fidèles à Jarnac et à l'homme qui a écrit le coup d'État permanent. Mitterrand était courageux, qu'il avait de la volonté, qu'il savait faire des choses en profondeur, pas se laisser séduire par l'éphémère ou des choses très superficielle. Et donc voilà, ça suffit comme programme pour les 6 mois qui viennent. 6 mois à l'issue desquels les socialistes devront désigner leur candidat à la présidentielle, comme Ségolène Royal et peut-être Martine Aubry. Pour les 2 femmes aussi, l'héritage de François Mitterrand est forcément bénéfique. 30 secondes et on y va. François Mitterrand, c'est pour moi le volontarisme, le courage et la volonté de réconcilier la France avec elle-même et de la porter haut dans le monde. Parce que la France a toujours eu un message plus grand qu'elle. La leçon qu'il a transmise, c'est celle-ci. La cause que nous défendons et que nous servons est plus grande que nous. Waouh, là c'est éloge unanime. Claude Pasternak, alors pour le coup, ce sont que des messages d'une communication complètement percutante, là, non? Oui, mais où il y en a qui sonnent plus juste que d'autres. Ça renvoie
verbatim de la succession. On voit bien que cette succession-là est une indivision. Et l'indivision, lorsqu'il y a une division, pour que ça marche, il faut que tout le monde soit d'accord. Oui, il ne faut pas qu'on se tape dessus pour donc réclamer sa part. chacun vient apporter sa part à l'indivision, et bien évidemment, Mitterrand, c'est un formidable miroir. Et chacun voit dans un effet miroir ce qui lui ressemble. On le voit dans Montebourg, et même Montebourg, quand on l'écoute, si on sépare les mots, il y a le coup, il y a Jarnac, coup d'État permanent, le coup de Jarnac, vous mettez les deux mots, c'est quand même assez savoureux. Si vous prenez Jospin, on voit le décalage de Jospin. Mitterrand est vivant, il fait le droit d'inventaire, et puis quand il se souvient de quelqu'un, c'est de quelqu'un vivant. Ben oui, heureusement qu'il se souvient de quelqu'un de vivant, je ne vois pas de quoi d'autre il peut se souvenir. Donc vous avez un maelstrom, un mélange qui fait que chacun y voit midi à sa porte. Avec quand même des formules, là, pour le coup, qui sont, alors, dans le reportage qu'on vient de voir, Ségolène Royal et Martine Aubry disent quand même pratiquement la même chose, hein, là, pour le coup. Il a porté la voix de la France, qui a toujours eu un message plus grand qu'elle, dit Aubry, et puis il nous a appris que la cause que nous défendons était plus grande que nous. Donc là, c'est vraiment le même terme qu'elles reprennent l'une comme l'autre. Oui, ce qui me frappe, c'est que plus le temps passe, plus l'unité se fait, dans l'ordre du plus dérisoire, le chapeau. Le chapeau, c'est important, ça renvoie non seulement à Mitterrand, mais à Léon Blum. Vous savez ce qu'on disait affectueusement dans les meetings du Front populaire. Enlève ton Blum, Léon, qu'on voit ton Front populaire. Ça, c'est un peu la surface. Les caricaturistes ont besoin de ça. Juste une parenthèse, c'est pas un chapeau, c'est un couvre-chef. Un couvre-chef, d'accord, merci. Mais alors, sur les formules, selon vous, alors justement, quelle image, parce qu'on voit qu'il y a des formules, des phrases assez semblables, par exemple chez Ségolène Royal et Martine Aubry. Que pensez-vous du portrait là, qui se dresse, qui est ébauché comme ça de François Mitterrand? Vous voyez quoi là-dedans? Plus l'unité avance, plus le portrait devient mou. Vous trouvez mou, là? Oui, parce que vous dire que la volonté, qu'il faut s'occuper de peser sur les choses, qu'il faut dépasser, que la France doit dépasser elle-même pour un message. Franchement, ça va pas très très loin. Il me semble, enfin. Mais c'est intéressant, d'accord, donc ça se ramollit en fait, quoi. L'hommage se dilue. Il faut chercher ailleurs, si on veut un vrai portrait de Mitterrand, dans d'autres types de manifestations, d'écrits ou d'interventions. D'accord. Ah, vous êtes d'accord? Hommage mou. On est dans la pure langue de bois, hein, de la captation d'héritage. Vous avez exactement les mêmes mots à Colombey quand les gaullistes vont pour De Gaulle. C'est toujours les mêmes. C'est toujours la volonté, le courage, l'union. Oui, ça ne mange pas de pain, quoi. La volonté, le courage. C'est-à-dire, il n'y a pas la moindre vérité là-dedans. C'est simplement, en effet, c'est la langue de bois de célébration. C'est du discours obligé. Comme maintenant, il s'agit quand même réellement de tenter de refaire l'expérience. Il y a la nostalgie aussi, peut-être. Moi, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le discours que vous tenez au cimetière. Le discours que vous tenez à la tribune, c'est pas tout à fait le même. Le discours que vous tenez dans le cimetière, c'est un discours obligatoirement de consensus. Et deux... Quitte à être mou, comme dit Jean-Noël Jeanneret, mais c'est pas... C'est mou parce qu'on le regarde avec un peu de recul, mais il faut voir le contexte. Le contexte, c'est Sarkozy. Donc c'est d'un côté, qu'est-ce qu'on met en valeur? C'est que cet homme avait un sens de la nation, de l'unité de la nation, et qu'aujourd'hui, on est face à un président qui divise. C'est ce que disent à la fois Ségolène Royal et Martine Aubry. Et puis après, quand elles parleront à la tribune, c'est évident que là, on verra le vrai effet miroir. C'est-à-dire qu'on verra véritablement ce que chacune capte de Mitterrand ou ce que chacune essaye de comprendre de chez Mitterrand. D'accord. Alors, juste un petit mot avant de venir à ce qu'elles disent à la tribune. Vous disiez langue de bois des uns et des autres, pas d'Arnaud Montebourg. Quand même, lui, il pointe quelque chose de très précis dans l'héritage de François Mitterrand dans le cimetière. Oui, il évoque le livre, en effet, violemment anti-gaulliste et talentueux et extrêmement injuste, qui s'appelle Le coup d'État permanent des années 1960 de François Mitterrand. Mais là, c'est pas mot et consensuel pour le coup. Non, bien sûr, il va chercher le moment où Mitterrand a été vif et a été, d'une certaine façon, provisoirement efficace. D'accord. Oui, ce qu'il aimerait être lui-même. Alors, oui, vous avez bien remarqué. on avait compris. Là, pour le coup, tout le monde a compris. Même ceux qui n'avaient pas lu le livre, on a compris à quoi il faisait référence. Alors, Ségolène Royal et Martine Aubry ne se sont pas contentées de quelques mots à la volée dans le cimetière à Jarnac. Elles ont aussi toutes deux prononcé un discours d'hommage à l'homme. Je vous propose d'en écouter un extrait. On commence par Ségolène Royal. Nous sommes plusieurs ici à nous souvenir de ce message prémonitoire qu'il nous adressait lors du dernier Conseil des ministres de 1993. Ils s'en prendront aux retraites, à la santé, à la sécurité sociale, car ceux, disait-il, qui possèdent beaucoup veulent toujours posséder plus, et les assurances privées attendent de faire main basse sur le pactole
vous vous battrez le dos au mur, avait-il dit à son gouvernement. Il savait la rudesse de ce combat permanent. Le courage, courage dans la résistance, courage dans le combat politique, courage face à la maladie, courage face aux calomnies d'une violence extrême qui pourtant ne l'ont pas fait dévier de la ligne qu'il s'était fixée. Mitterrand, c'est le courage et le combat, nous dit Ségolène Royal. Écoutez maintenant Martine Aubry. Nous sommes aujourd'hui là pour nous souvenir de François Mitterrand. Et pour nous, je crois que c'est plus un hommage qu'un pèlerinage. J'en suis absolument convaincue. Et ce doit être aussi un grand moment d'inspiration. Un moment d'inspiration, cela veut dire, en tout cas pour moi, en venant me recueillir à Jarnac, cela veut dire d'abord comprendre un chemin, celui qu'il avait emprunté, non pas pour dupliquer, bien sûr, mais pour s'inspirer. En terminant, je voudrais simplement rappeler ce qu'il nous a dit. Nous étions quelques-uns à y être à Liévin en 1994, dans son dernier discours public. Il nous disait « Notre devoir, c'est d'être présent et fidèle ». Et oui, ici, je crois qu'il faut que nous le disions à Jarnac. Nous sommes, nous restons et nous resterons fidèles à nos idéaux, ceux de la gauche et ceux de la République. Voilà, hein, donc les deux, Ségolène Royal comme Martine Aubry, ont des souvenirs, hein, même si ce n'est pas les mêmes, de moments précis avec François Mitterrand. Alors diriez-vous, Denis Bertrand, qu'elles se placent l'une comme l'autre en position d'héritière? Martine Aubry dit on n'est pas là pour dupliquer, c'est-à-dire que justement on n'est pas là pour faire du mimétisme. Mais en réalité, la citation, la reprise dans les termes mêmes du discours de Mitterrand pour porter le sens de l'action politique actuelle me paraît jouer un rôle vraiment fondamental. Et elles sont dans le même registre, selon vous, toutes les deux, vous trouvez? Oui, différemment. C'est-à-dire, je pense que différent. Je crois que l'hommage de Ségolène Royal est un hommage beaucoup plus, enfin ad personam, parce que c'est un hommage à la visionnaire, au visionnaire, pardon. C'est la dimension visionnaire. Il a anticipé la crise des retraites. Il a anticipé la victoire de la droite sur les retraites. Vous vous battrez dos au mur et nous nous battons aujourd'hui. Donc il y a cette espèce de personnalisation beaucoup plus forte, alors que Martine Aubry, une logique qui est celle de son propre personnage, je crois, tend à dépersonnaliser et à institutionnaliser. C'est-à-dire qu'elle élève les problèmes tout de suite au-delà de la personne, au niveau de la France, au niveau de l'État, au niveau de la fidélité. Oui. Martine Aubry dit deux choses. Bon, alors, il est évident qu'au niveau de Ségolène, on est dans l'effet miroir. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle parle d'elle, d'ailleurs. Elle parle d'elle. Le courage, c'est moi. Je prends des coups, je continue. Bon, contre la calomnie, etc. Elle parle d'elle, c'est clair. Martine Aubry aussi parle d'elle, mais à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un pèlerinage d'initiation pour elle. Donc elle va essayer d'apprendre auprès de Mitterrand qu'est-ce que c'est un petit peu l'initiation à l'ambition. Mais elle dit c'est plus un hommage qu'un pèlerinage. Oui, mais elle a envie de savoir, elle a envie de comprendre ce qu'il y a derrière ce personnage. Ça, c'est la première étape, ce qui est quand même assez nouveau chez Martine Aubry. Et la deuxième étape, bien évidemment, c'est du Aubry beaucoup plus classique, qui met le parti en perspective. Et la perspective, c'est deux valeurs fondamentales, qui sont le rassemblement, l'union de la gauche, ce que nous a laissé Mitterrand. Et deuxième chose, la République. Et là, elle vise véritablement Sarkozy en disant, il y avait quelqu'un qui avait le sens de l'histoire, et puis aujourd'hui, malheureusement, il y a quelqu'un qui ne l'a pas. Oui, mais c'est vrai qu'elle fixe vraiment, on a l'impression qu'elle fixe un peu aussi une feuille de route pour le Parti socialiste en disant, voilà, nous devons effectivement faire cet hommage pour essayer de comprendre et ne pas dupliquer, quoi. Voilà. Dans le sens de ce que vous dites, on peut observer que le souvenir qu'évoque Ségolène Royal, c'est le souvenir du dernier Conseil des ministres de la Avec gauche. Mitterrand, et donc Mitterrand, président de la République. Alors que celui qu'évoque Martine, c'est plutôt le Mitterrand chef de parti. Exactement. Dans son discours c'est le dernier discours public à Liévin. Et pour Martine Aubry, le choix du dernier discours public, ça nous dit quoi? Enfin, c'est tout simplement... Comme il vient d'être dit, c'était l'homme qui était le chef de la gauche, c'était l'homme de la conviction, de la permanence, c'est le président, de la durée. L'autre c'est le chef de la gauche, c'est ça? C'est comme ça que je l'ai compris. D'un côté, il y en a une qui salue l'institution qu'elle veut retrouver, parce que Martine Aubry était aussi à ce Conseil de ministres, mais elle ne fait pas référence à ce Conseil de ministres. Et de l'autre côté, elle fait référence à la lutte. C'est Liévin, c'est les militants, c'est le meeting, c'est le socialisme, c'est les valeurs de gauche. D'accord, donc Martine Aubry choisissant le Mitterrand militant et Ségolène Royal le Mitterrand président, du moins dans ces extraits. Vous êtes d'accord, Pierre Ancrevet? Je ne sais pas, moi ce qui me frappe, c'est surtout qu'elles veulent toutes les deux montrer qu'elles étaient témoins. Donc il y a
passage. Tout à fait. Les deux choisissent un moment. Voilà, il s'est dit, moi, j'étais là au dernier, et comme l'a très bien dit Claude Pasternak, Martine Aubry était également là, mais elle ne le dit pas. Et puis, j'étais là à Liévin, nous étions quelques-uns à Liévin, il y avait des milliers de gens, hein, quelques-uns. Oui, mais elle était au Conseil des ministres, elle ne cite pas le Conseil des ministres, alors qu'ils étaient moins nombreux. Alors, donc il y a effectivement ce qui est très choix. intéressant, c'est cette idée, voilà, il y a un passage, il nous a passé le témoin, et maintenant, nous nous souvenons de ce qu'il nous a dit. Alors, l'une fait un discours de combat, l'autre un discours d'inspiration. C'est plus proche ce que dit Martine Aubry, c'est beaucoup plus proche ce qu'on entend en Colombie. Parce que Ségolène Royal cite quand même des exemples plus précis. Vous vous battrez dos au mur, elle parle des retraites. Comme on nous l'a dit ici, elle parle d'elle, c'est elle qui est dos au mur. C'est elle qui a la plus grande difficulté, alors que Martine Aubry, elle est en position, en effet, d'héritière. Mais alors, tous ne sont pas encore dans l'hommage, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des réfractaires, voilà. Alors, il y a par exemple Michel Rocard. Alors lui, évidemment, c'est un cas particulier. Alors, Michel Rocard, qui fut Premier ministre de François Mitterrand lors de sa réélection en 1988, mais cela dans un but assez particulier. Écoutez le témoignage de Michel Rocard dans un récent documentaire, L'enfer de Matignon. Les choix de François Mitterrand ne souffrent d'aucun ostracisme. Il va jusqu'à prendre pour compagnon de route son adversaire historique, qu'il nomme pour mieux le détruire, pour se débarrasser enfin de lui. Le président avait illustré la chose en disant à plusieurs confidents « Je vais le nommer puisque les Français semblent en vouloir, mais ils ne se rendent pas compte, vous verrez, au bout de 18 mois, on verra au travers. » Phrase élégante. Voilà, phrase élégante, on sent qu'il a encore cette phrase en travers de la gorge. Alors écoutez, le récit du moment où il apprend qu'il entre à Matignon, c'est lors d'un déjeuner avec le président Mitterrand qui vient d'être élu à l'Élysée. Et tout à coup, il a cette phrase tout à fait étonnante. Il ne faudrait tout de même pas oublier que dans 1h15, il regarde sa montre, je vais nommer un Premier ministre. Et il a une attitude du regard tout à fait étonnante. Il cueille le regard de Bérégovoy qu'il ne va plus quitter. Il parle en regardant Bérégovoy, qui est pour lui un collaborateur proche, un ami. Et puis il continue et dit et l'analyse de la situation politique actuelle est claire. Il y a une petite prime pour Michel Rocard. Ce mot de petite prime m'a infiniment réjoui. Je trouve là-dedans une espèce de saveur esthétique. Enfin, on est chez Chateaubriand, d'une certaine façon. Cet homme avait avec la langue française un rapport délicieux qui nous mettait tous en joie, même quand on n'était pas d'accord avec lui. Petite prime pour Michel Rocard. Mon pauvre ami Bérégovoy passe du rouge au vert et au violet. Enfin, son visage change, tout le monde a compris. Et un long silence suit. Une petite prime pour Michel Rocard. Alors là, on sent qu'il en jubile encore hein, de ce moment. Alors que pensez-vous de son récit là? Parce qu'on sent qu'il est... C'est ce qui est frappant d'ailleurs. Alors il y a un moment où il a une phrase un petit peu dure, hein, quand il ironise, quand il fait une antiphrase sur l'élégance de Mitterrand. Mais sinon, c'est vraiment... il distille des critiques comme ça. Ah, surprenant, dans 1 heure, je vais devoir nommer mon Premier ministre. Quand même, c'est étrange de se comporter comme ça. Enfin, on sent, on devine les critiques qu'il ne formule pas explicitement. Non, parce que Michel Rocard est un homme, et Pierre pourra en parler également, Michel Rocard est un homme naturellement bienveillant. Et je n'ai jamais entendu Michel Rocard dire réellement du mal de François Mitterrand. Alors il pouvait faire des commentaires, il pouvait faire des critiques, mais je n'ai jamais vu de haine de Michel Rocard pour François Mitterrand. Et je trouve la façon dont il parle de ce moment-là est délicieux. Oui, délicieux, mais alors, Pierre Ancrevet, justement, qu'est-ce qu'on en retient? Parce qu'on sent qu'effectivement, il ne dit pas de choses méchantes, quoique quand même, quand il pointe l'élégance de la formule, on sent que ça lui est quand même resté... ça reste un poids pour lui, quoi. Ce que fait Rocard, c'est que, certes, on devine que lui pratique en lui-même le droit d'inventaire, mais il ne fera aucune critique. Il se contente de faire du métadiscours, c'est-à-dire de caractériser la langue de Mitterrand. Absolument, c'est une jubilation. Dans les 2 cas, il ne parle qu'une première fois, non, il dit phrase élégante, et une deuxième fois, il parle de jubilation. Et quand il dit qu'il trouvait la langue de Mitterrand formidable, c'est vrai. C'est-à-dire que l'hommage rendu aux capacités linguistiques de Mitterrand est tout à fait sincère. Et bon, je me suis
viens de lui avoir entendu raconter cette histoire immédiatement après. Et déjà, il disait, c'était formidable, j'ai trouvé cette petite prime formidable. Et Denis Bertrand, alors vous qui n'êtes pas, qui n'avez pas connu ces moments de l'intérieur, qui êtes comme nous, qui regardez ces images avec le recul, ou de l'extérieur avec recul et distance. Je reprocherais ce récit de Michel Rocard du premier extrait qu'on a entendu, celui de Jacques Chirac. Ah bon? Oui, pour une raison assez précise, qui est celui de la fonction politique de l'esthétique. Le discours, le récit est très beau, le récit. C'est comme si, au fond, Michel Rocard nous racontait un petit chapitre, un extrait d'un des chapitres de l'œuvre dont parlait Jacques Chirac. Et il fait ce récit, et il ne peut pas s'empêcher de sélectionner dans son récit la formule qui n'est pas la petite phrase, qui est plutôt le bon mot. Le bon mot qui est le mot qui ravit, le mot qui crée une jubilation, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Comme on jubile le spectacle, oui, comme on rit au spectacle. Voilà. C'est une émotion esthétique qu'il nous restitue. Et cette émotion esthétique, il ne peut pas ne pas y consentir, même si c'est méchant à son endroit. Un autre facteur, c'est que il est même heureux d'être nommé Premier ministre. C'est aussi un moment de bonheur. Oui, mais on a l'impression qu'il est lui-même très à distance. Ce qui est surprenant, et je vous rejoins totalement, c'est qu'il lit un livre où il joue un rôle, mais le livre qui est écrit, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est-à-dire qu'il cite le bouquin de Mitterrand. À la limite, il est dans le livre de Mitterrand et il raconte une histoire qui est vécue dans le livre de Mitterrand. Et que le livre, il est écrit pas par Michel Rocard, malheureusement, mais il est écrit réellement par Mitterrand. Et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même avec tout ce recul, il y a une fascination pour le personnage de Mitterrand, et l'extrait que Michel Rocard va prendre de lui-même, qui le concerne au premier chef, il va aller le puiser dans le livre écrit par Mitterrand. Et ça, c'est fascinant. Oui, on a vu tout au long de l'émission que dans les hommages des uns et des autres, finalement, les uns et les autres parlent toujours d'eux-mêmes. Et là, c'est ce qu'on sent aussi chez Michel Rocard, finalement. C'est peut-être aussi, la difficulté à revivre ce moment-là, le besoin de se mettre à l'extérieur, parce que ça reste des moments douloureux pour lui. Enfin, on a l'impression qu'il y a une incapacité chez lui à revivre les moments. Il est observateur, là. On a l'impression d'avoir un observateur, pas un témoin. Il sait que c'est pas lui qui a écrit l'histoire. Voilà, il sait que c'est pas lui, ouais. Voilà, c'est tout. Mais ce qui est frappant, en effet, tout de même, dans ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il parle des sentiments bérégovois qu'on peut deviner au changement de couleur, et dit absolument pas de... Voilà, pas les siens. C'est-à-dire, il y a un point qu'ils ont en commun tous les deux, Mitterrand et Rocard, c'est qu'ils sont tous les deux des gens de sang-froid. Rocard est capable de distanciation dans toutes circonstances, comme était Mitterrand. Donc il se tient à distance. Au fond, à partir du moment où Mitterrand s'adresse, quand même, il s'adresse qu'à Bérégovoy, il va nommer Rocard et il ne regarde pas Rocard. Il dit Rocard comme si Rocard n'était pas là. C'est-à-dire qu'il le sort, il le nomme, mais en même temps il le sort. C'est tout à fait... Enfin, c'est une attitude qu'on n'a pas qualifiée, mais qui est vraiment frappante. Il nomme pas, comme on dit, un PM, il nomme un PP, il nomme une petite prime. Voilà, une petite prime. Je nomme une petite prime. Alors, on a vu, cela dit, que la mémoire de François Mitterrand n'était pas encore tout à fait consensuelle. Pour finir l'émission, oui, Daniel, il faut qu'on arrête. Non, simplement, c'est l'unique homme de gauche qui a pu être élu sous la Ve République. En tant que tel, il est en effet totalement exceptionnel. Il est exceptionnel. Et donc, il serait totalement absurde pour ses héritiers potentiels de ne pas s'en inspirer. Parce qu'en effet, il a réussi. Voilà. Jusqu'à présent, il est le seul homme de gauche, effectivement, qui a élu à l'Élysée de la Ve République. Alors, merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Éléonore Herman qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Delphine Roussel qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les deux avions. Qui faisait ça? Catholique, je sais pas, il y avait un truc de... Comment est-ce qu'on sait que c'est ça? Des images, putain. Ah bon? C'est une façon de rendre... C'est un bibitisme. Non, c'est pas ça, c'est allez vous faire foutre. Il n'est pas dans une logique de rendre hommage, je pense pas. C'est vraiment, voilà, je fais ce que je fais. Il n'y a pas la moindre ambiguïté. Ah donc c'est